Voilà, donc journée toulousaine 2014, et on attaque. Ah si, ça y est, ça y est. Donc en fait, moi j'ai parlé des colloïdes frontières du vivant, parce que ça a une importance capitale, et on va voir pourquoi. Donc plusieurs frontières existent chez l'homme. La première qui est la barrière cutanée, qui a une surface équivalente aux deux côtés d'un parapluie anglais, grand parapluie traditionnel noir, et qui en fait est une suite d'éléments morts, puisque ce que vous touchez de votre peau, ce sont des éléments qui sont prêts à desquamer, puisque la couche germinative est 3 ou 4 cellules en dessous, et qui est en contact avec l'environnement. Par contre, dès que vous avez une blessure, une effraction cutanée, dès que vous avez une maladie, une pathologie d'élimination comme l'eczéma, vous vous retrouvez avec un colloïde qui va floculer en surface. La deuxième barrière, c'est l'arbre respiratoire. Branche alvéole présente une structure fractale. L'arbre respiratoire correspond à la surface d'un terrain de tennis. Et là aussi, en particulier, on a une reproduction trachée, branche souche, branche secondaire, bronchiole, etc. Puis on arrive aux alvéoles. Et là, les épithéliums ne sont pas au contact direct avec l'air. Donc on a toujours une couche de mucus qui protège. Le tube digestif est de structure fractale visant à multiplier la surface d'échange. En fait, celle-ci correspond à la surface d'un terrain de football. Et recouvert d'une, en fait, il y a 2 couches de mucus, on va les détailler tout à l'heure, qui protègent le tube digestif. Et ensuite l'arbre génito-urinaire, avec son développement particulier chez la femme. Ah, alors je suis désolé, on ne voit pas bien le dessin. Donc en fait, ça représente un cylindre, et vous voyez que le tube digestif a une entrée et une sortie, et que nous sommes enveloppés autour de notre tube digestif pour pouvoir le contrôler. Donc c'est une structure de type torique. On s'est enroulé autour du tube digestif pour pouvoir le contrôler. Mais ce qui est l'intérieur du tube digestif est à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur du tube digestif n'est pas nous, c'est autre chose. Et ça a été une façon d'emprisonner, là aussi, le microbiote, c'est-à-dire l'arbre, toutes ces bactéries, pour pouvoir les contrôler, pour qu'elles travaillent pour nous. Et le deuxième dessin, donc on voit l'arbre respiratoire, on voit l'arbre urinaire et on voit le système vaginal de la femme. Ce sont des invaginations qui rentrent à l'intérieur de nous et qui sont protégées par du mucus. Donc il faut bien comprendre ça, et c'est pour ça qu'il y a du mucus. C'est parce qu'on est en contact avec un milieu qui n'est pas notre milieu interne. Une fois qu'on a compris ça, on comprend l'importance justement de ces frontières pour savoir ce qui se passe. Alors, le mucus respiratoire, bien sûr, est composé de colloïdes. Sa densité détermine sa mobilité. Plus le mucus devient dense, plus le sujet risque d'avoir une infection. Et le cas extrême étant la mucoviscidose, où on a une pathologie des canaux chlores qui fait que ces gens-là ont des mucus qui sont d'une densité telle que ça fait des bouchons respiratoires obstructifs, bouchons digestifs qui provoquent des constipations et qui parfois peuvent amener à intervenir pour déboucher le malade. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau respiratoire, c'est que le mucus se déplace en permanence grâce au mouvement des cils des cellules de l'arbre respiratoire qui font ce qu'on appelle l'escalator mucociliaire, c'est-à-dire qu'en permanence, il y a une production de mucus et que ce mucus a tendance à ressortir vers l'extérieur avec ce mouvement des cils qui le fait déplacer pour pouvoir éliminer ce qu'il y a à éliminer.
L'organisation du système digestif nécessite un développement important. Donc, vous voyez que j'ai mis une coupe grossière. Ensuite, je reviendrai en détail sur donc, les cryptes et les villosités. Donc, on a un système de bosses et de creux qui se multiplient. Et donc, la fin de vie des cellules épithéliales, elles naissent dans les cryptes, où se trouvent des cellules souches d'origine digestive. Est une des façons de cicatriser, mais ça sera le thème demain, c'est de prendre des produits comme la phanisoménon, qui est cette algue qui est sur un des stands ici, qui est un inducteur de sécrétion de cellules souches pour pouvoir réparer le tube digestif. Et ça, il faut le faire dans toutes les maladies inflammatoires. Je rentrerai dans le détail demain. Vous avez ensuite sur chaque cellule qui se situe sur ces cryptes ou ces villosités, vous avez une répétition du motif, c'est-à-dire que la cellule épithéliale qui fait 45 microns d'épaisseur et qui est un épithélium sur une seule couche, et c'est ce qui sépare ce qu'il y a à l'intérieur du tube digestif qui n'est pas nous et notre milieu interne. Donc, il y a une reproduction, c'est ce qu'on appelle des cellules en brosse. Il y a des digitations pour augmenter la surface de contact. Et sur les digitations, on retrouve le troisième dessin, c'est-à-dire qu'on a encore des digitations où on a un système qui s'appelle le glycocalyx, où on a des espèces d'épines de mucopolysaccharides qui sortent sur ces digitations, un peu comme les poils d'une brosse à cheveux, pour pouvoir fixer le mucus. Donc c'est avec cette multiplication du même motif qu'on arrive à une augmentation de la surface. Alors le glycocalyx, c'est un feutrage microfibrillaire qui existe chez tous les types de cellules eucaryotes. Il est très hydrophile et crée un environnement hydrique autour de la cellule. Cette couche, dans certains épithéliums, ce glycocalyx peut atteindre 0,5 microns. Donc on est en train de parler d'une cellule qui fait 45 microns entre le pôle apical et le pôle basal. Et donc il joue un rôle dans la protection, dans les phénomènes de reconnaissance et d'adhésion. Je reviens sur le schéma antérieur et vous voyez que j'ai dessiné sur le schéma à droite deux couches. En fait, on a deux couches de mucus, une couche très dense, très particulière, qui est au contact avec les sécrétions du tube digestif et avec les microbes que l'on a dans le tube digestif. Donc, ce glycocalyx, c'est une interface entre ce qui n'est pas nous et ce qui est nous, puisque ça fait partie du système HLA ou CMH, ça fait partie, il a une action enzymatique, ça a de nombreuses fonctions, et c'est un petit peu une espèce de filtre qui va laisser arriver au contact direct de la cellule un produit qui théoriquement ne devrait pas être agressif, mais qui peut l'être si on change les conditions, et on va l'analyser tout à l'heure. Donc, ce que je vous disais, une couche au contact externe au contact du microbiote et une couche interne qui est analogue à la structure de la matrice extracellulaire. Alors, qu'est-ce la matrice extracellulaire? C'est pas beaucoup étudié en France. Ça a été quelque chose qui a été développé par l'école de Pischinger en Allemagne. Vous avez encore le livre de Pischinger que l'on trouve difficilement, mais il y a des exemplaires qui sont disponibles. Pour moi, c'est un bouquin que j'ai lu 17 fois. Chaque fois, quand on le voit, il y a des post-it partout. Ça ressemble à un truc de foire tellement il y a de couleurs, de machin. J'ai des annotations partout, c'est surligné partout. J'ai appris énormément de choses sur le fonctionnement de notre corps quand j'ai compris ce que c'est. Alors, un jour, j'ai essayé de comprendre et j'étais en train de chercher, j'ai compris. Il y a un reportage qui est passé sur la 6 en France, sur le dernier lama sibérien qui est mort aux environs de 1920,
et où un jeune moine, grâce au texte qui était conservé, qui n'avait pas été brûlé par les communistes dans le monastère qu'ils avaient reconstruit, ils ont réussi à trouver la tombe de ce moine qui avait demandé à être enterré, je crois qu'il s'appelle Ilirov ou Ilitov de son nom. Vous mettez lama sibérien et vous le trouvez. Il y a une vidéo de ce film qui apparaît et on se rend compte qu'on a cet homme un petit peu rétréci qui est dans sa forme et ils ont étudié cette momie entre guillemets qui est complètement hydratée, probablement par les conditions qu'avait créé cette caverne dans la tourbe qui a permis une hydratation. Et ils ont eu le patron du service pathologie de l'université locale qui a envoyé des échantillons de prélèvement à Moscou. Et la conclusion en disant « il est là mais on ne comprend pas, il n'y a pas de cellules ». Et là ça fait « pap ». J'ai dit « c'est ça la matrice extracellulaire ». En fait c'est cet environnement de mucopolysaccharides hydratés, on va voir un petit peu le détail après, qui nous permet d'avoir une forme, puisque la forme on l'hérite de nos parents, et qui permet de conserver cette forme. Alors, je suis tombé aussi sur ce travail d'Elisabeth Hay qui ignorait complètement les travaux de Quinton. 1983, c'est le jubilé de cette femme qui présente ses travaux aux États-Unis. Et voilà ce qu'elle dit. Il existe une réciprocité entre la cellule et son environnement. L'eau de mer constitue le système de régulation de primaire de l'unicellulaire. La même composition ionique se retrouve dans l'espace extracellulaire des organismes supérieurs. Tiens, ça fait Quinton, mais elle ne connaissait pas Quinton. Il n'y a aucune citation de Quinton dans tous ses travaux. Pour ceci, l'environnement de la cellule forme une substance fondamentale responsable en grande partie de l'expression génétique de la cellule. Elisabeth Hay, 1983, et vous avez la définition de l'épigénétique avant l'heure. Puisque ça fait 5 ans que je parle d'épigénétique, puisque je suis en train de dire que l'expression génétique dépend de la qualité de l'eau qu'il y a dans la matrice extracellulaire. Et j'ai ensuite trouvé d'autres travaux qui sont venus appuyer cette opinion que j'ai émise donc il y a plus de 15 ans. Toute altération de la structure de la matrice modifie les gènes responsables de la sécrétion des mucines par les cellules à mucus de l'épithélium intestinal. Donc, c'est ce que j'avais expliqué à Jean Seignalé quand il était venu me voir un an avant sa mort en Espagne et qui a été à l'origine de l'édition de la 5e édition de son bouquin, qui est une édition posthume, puisque le bouquin est sorti 15 jours après sa mort. Le bouquin a été réédité maintenant aux éditions du Rocher. Donc, plus on a des toxines qui rentrent, plus l'organisme s'encrasse, moins le système de défense est en état de fonctionner. Et tout ça parce qu'on a une altération de cette couche de mucus qui a une structure analogue à ce qu'il y a dedans. Ça explique ce que disaient des gens comme Arnulfi, qui a été président de la Ligue homéopathique internationale dans les années 30 et qui avait créé un hôpital homéopathique à Boston. On ne doit pas mettre de traitement de drainage en homéopathie avant d'avoir lavé l'organisme avec du Quinton. Donc en fait, tout est en train de se justifier a posteriori. Donc, si on a une perméabilité intestinale qui continue à exister parce que la couche de mucus ne fait pas son rôle d'interface, on continue à avoir un encrassement. Et c'est le problème aujourd'hui d'une alimentation qui est tellement toxique qu'on a la majorité de la population qui a une perméabilité pour ça et pour d'autres causes qu'on va voir après. Et avec surtout un problème de champignons. Un problème de champignons, entre autres choses, c'est lié à l'usage d'antibiotiques, même quand c'est interdit dans les viandes, ou par exemple dans la glace, on met des antibiotiques dans la glace qui protège le poisson, parce que ça maintient les yeux plus brillants. Donc un poisson qui devrait avoir les yeux glauques a les yeux plus brillants, vous le payez plus cher en croyant qu'il est frais. Je suis désolé, mais il faut aller manger à midi quand même. Donc, on est en face d'une situation où on a des changements de conformation à cause de l'encrassement
Je vais passer sur la structure. Donc vous avez la sécrétion qui se fait par le fibroblaste de cette matière qui est un filet en 3 dimensions. Et quand on la prend en détail, ça représente en fait une structure où sur un axe d'acide hyaluronique, vous avez des protéoglycanes qui font une structure qui a une expansion dans l'espace en fonction de l'hydratation. Et sous les petites nervures, c'est là en général, et c'est le travail de Trinché, qui est un germano-soviétique en 1978, qui a fait une description de mémorisation des intoxications de terrain par l'eau sous forme d'un cristal, je dis pas d'un cristal, excuse-moi Marc, tu vois ce que tu vas hurler, d'une structure de type cristalline qui enregistre ça comme une puce de silice. Donc, c'est là que et c'est à cause de la mauvaise qualité de l'eau et des ions, la dispersion ionique qu'on a droit à ça. Je reviens en arrière. Et voilà ce que dit monsieur Hein. Hein était professeur de biochimie. C'est quelqu'un que je connais personnellement parce que je l'ai rencontré à Bruxelles en 1988. À l'époque, j'étais président de la Société internationale de recherche en réflexothérapie et en auriculothérapie. Et donc, c'est lui qui a été à la tête du lobbying qui a réussi à bloquer l'interdiction des médecines naturelles, en partie de l'homéopathie à Bruxelles. Et j'ai rencontré, et ensuite j'ai connu ses travaux. Les fonctions de transmission du tamis moléculaire décrites par Hein et Chag dépendent du diamètre des pores et de la perméabilité, eux-mêmes conditionnés par la concentration des éléments minéraux dans la substance de base, en particulier calcium, magnésium et sodium, potassium. C'est eu égard à la multitude d'étages incombants ces minéraux, même des déficits paraissant minimes, prennent une grosse importance. Donc on est tout à fait dans ce qu'a décrit Marc. Quand on a une expansion avec un état de sol, on se retrouve dans des conditions de fonctionnement maximum où les nutriments sont capables d'arriver jusqu'à la cellule, où la cellule est capable d'évacuer vers les émonctoires toutes ces toxines et tous ces déchets. À partir du moment où il y a une mauvaise hydratation, où il y a un mauvais équilibre ionique, vous avez une rétraction de la structure et vous avez les éléments qui sont soit nutritifs, soit de déchets qui sont piégés à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'en fait, chaque fois avant de faire un drainage, il fallait qu'on réhydrate parce que sinon on ne pouvait pas drainer, ça ne pouvait pas sortir. Donc, on arrive à la conclusion que l'état des frontières dépend de l'état du milieu interne. Toute pathologie d'élimination, eczéma, asthme, diarrhée, etc., c'est un phénomène d'élimination. Regardez beaucoup de gens qui boivent de la bière et qui sont des intolérants au gluten, sans le savoir. Je ne parle pas de cœliaque, je parle d'intolérance, c'est-à-dire de non-digestibilité de certains fragments du gluten qui sont toxiques pour leur système nerveux et pour le reste de l'organisme. On pourrait rentrer là-dessus, on en aurait pour plusieurs jours. Il y a des documents qui viennent d'être publiés aujourd'hui qui analysent relativement assez bien au niveau, c'est un consensus européen, sur ces intolérances. Donc, on est dans une situation où si on a une accumulation de molécules de déchets à l'intérieur, ne pouvant sortir par où elles doivent sortir, elles vont sortir par des émonctoires. Vous savez, un jour j'ai un confrère qui a dit un mot qui m'a fait rigoler, mais qui en fait a raison. Qu'est-ce que c'est la maladie de Crohn ou la rectocolite ulcéro-hémorragique ? C'est l'équivalent d'un eczéma de l'épithélium digestif, c'est pas autre chose. Qu'est-ce que ça fait ? C'est comme un eczéma, ça sécrète des sérosités, ça sécrète un colloïde, et là-dedans, vous avez tout un tas de cochonneries qui essaient de sortir dans cette situation. Qu'est-ce que c'est ? Tout le monde connaît l'alternance entre asthme et eczéma chez les enfants. C'est une tentative de pouvoir éliminer des substances qui sont toxiques pour l'organisme vers l'extérieur. Et souvent, ce sont les colloïdes qui sont le véhicule de cette élimination, à condition qu'ils aient les ions nécessaires et qu'ils aient une hydratation correcte.
Alors, quand on continue, j'ai bien connu Madeleine Bastide. Elle était à l'époque déjà présidente des Journées de Monaco. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé avec elle sur les expérimentations qui avaient été faites sur les CMO, puisque le travail de base a été fait dans son laboratoire avec un protocole qui était un protocole de pharmacologie, puisqu'elle était experte auprès du ministère de la Santé. Et elle m'a dit, vous savez, jeune homme, vous êtes en train de chercher, mais il y a une piste. Au départ, c'est centrifuge, ça sort. Quand ça s'épuise, ça rentre, on fait sa maladie auto-immune. Et c'est ce qui est en train de passer pour beaucoup de gens aujourd'hui. On a une explosion des maladies auto-immunes. Et quand le système est épuisé, on fait sa tumeur parce qu'il n'y a plus de système de défense. C'est-à-dire qu'on a intérêt à traiter quelqu'un tant que ça sort, pas avant du moment où ça rentre, et où on provoque une réaction auto-immune de défense contre justement ce à quoi qu'on ne peut plus éliminer. Alors, vous avez plusieurs personnes qui ont travaillé sur la pathologie des colloïdes. Lumière, en fait, c'est normal qu'il ait travaillé sur les colloïdes. Pourquoi? Photographie, couleur et cinéma. Et qu'est-ce qu'il y avait sur le film de plastique pour pouvoir, dans lequel on mettait des grains d'argent? On fabriquait ça avec un colloïde. Et on faisait sécher le colloïde. Et donc, c'est là où il y avait plusieurs couches pour pouvoir faire de la photocouleur. Donc, il avait cette connaissance de chimiste. Il a écrit plusieurs bouquins, en particulier la théorie colloïdale de la biologie de la pathologie, que j'ai réussi à scanner parce que Jean-François Bulbitou m'a gentiment prêté l'exemplaire de son grand-père et que j'ai passé à pas mal de copains. Et il faut voir, c'est un abord particulier. Mais comme c'est quelqu'un qui avait son franc-parler par rapport au vieux mec qui était à l'Académie de médecine, il avait été nommé, lui, le chimiste à l'Académie de médecine, et puis ils l'ont viré quand il a commencé à dire ce qu'il pensait. Alors le deuxième, c'est quand même quelqu'un d'intéressant parce que c'est Duclos, qui a fait un travail quand même très important sur les colloïdes. Il y a un bouquin qui s'appelle d'ailleurs Les colloïdes. Et Duclos a été le successeur de Pasteur à la tête de l'Institut Pasteur. Lumière résume sa théorie par cette phrase: l'état colloïdal conditionne la vie, la flocculation détermine la maladie et la mort, 1922, page 200. Et je crois que c'est pratiquement la dernière page du bouquin, et donc c'est la conclusion qu'il tire de tout ce qu'il a exposé en 200 pages. Donc c'est un concept qu'il faut garder en tête, et Marc a parlé justement de cet équilibre sol-gel. À partir du moment où tu rentres dans un état gel, tu commences à vieillir. Et ceux qui ont déjà suivi les conférences que j'ai données ici, 75% du corps, du poids du corps en eau, on est un individu à bonne santé. 65 ans, on est un vieillard sénescent. Ça se tient à ça. Les changements de structure en physiologie, ça tient à pas grand-chose. 62% d'eau dans les matières, tu es constipé. 66%, tu as la diarrhée. Donc aujourd'hui, un des gros problèmes sur la constipation, en particulier chez les femmes, c'est qu'elles ne boivent pas assez avec une minéralité correcte. Et le côlon sert de réservoir au rein qui va chercher l'eau. Les matières se déshydratent, elles ne sortent plus. C'est tellement simple que personne n'y pense. Et bien sûr, déshydratation et augmentation de température, ça augmente le risque de flocculation. Et aujourd'hui, on a l'air conditionné ici, pour nous tous, mais qu'est-ce qu'on a? On a un environnement de Wi-Fi avec 2,4 GHz, qui est la fréquence du four à micro-ondes, qui est en train de nous cuire si on n'est pas protégé. Et ça, c'est permanent. Vous froncez les sourcils, monsieur. Eh oui, on est tous en train de cuire à cause de ça. Hier, j'ai failli hurler à l'aéroport. J'arrive, j'attendais ma valise. Je m'assois. Je vois deux jeunes femmes avec un bébé dans un harnais, donc ventre et contre poitrine de la maman. Et les deux, elles avaient derrière la tête du gosse le portable en train de regarder ce qu'elles avaient reçu comme massage. J'ai failli hurler, j'ai dit de toute façon, elles m'ont regardé comme un vieux débile, c'est pas la peine, de toute façon, elles ont déjà fait un crétin, parce qu'à mon avis, elles lui ont chauffé le cerveau quand elles étaées enceintes. Hein. Ça, j'ai vu des femmes en train de jouer, en train d'attendre dans une salle d'attente, avec la tablette sur le bidon. Elles étaient en train de chauffer leur gosse, c'est tout.
Et plus on a d'échauffement et plus on a une émission d'ondes, moins on a de connexions neuronales qui apparaissent. Ça, c'est déjà démontré. Il y a plusieurs études que j'ai à votre disposition. Et Duclos, page 246 aussi, il y a un truc qui arrive. La membrane ainsi comprise n'est plus un simple filet dont la maille s'ouvre et se ferme, c'est un filet dont la maille s'ouvre et se ferme, pourrait-on dire, par un mécanisme automatique. Déjà, il pressentait à cette époque un mécanisme spécifique qu'on a découvert par la suite, qui sont les aquaporines et les canaux ioniques. Alors, quand on passe de cette pathologie décrite par Lumière au début du XXe siècle, il y a un article qui est d'août 2014 qui a été publié à l'hôpital militaire de Rabat sur les mucinoses cutanées. Donc, c'est des maladies hétérogènes. Et moi, j'ai une amie qui a souffert d'un eczéma très important, qui a eu un cancer du sein, qui n'a pas eu de gosse parce qu'elle avait une endométriose. Et l'autre jour, je la vois. Et elle a eu des espèces de plis qui lui font un visage léonin très marqué. En fait, elle a une mucinose. Et je lui ai dit, tiens, une mucinose. Et elle est revenue. Elle m'a dit, ben oui, j'étais voir sur Internet, tu as raison. Mais j'ai vu le dermato. Il m'a dit que c'était les conséquences de l'acné quand j'étais jeune. En fait, l'acné, ça a été pour elle une façon d'éliminer des toxines dont elle n'arrivait pas. Et maintenant, comme elle a été irradiée, chimiothérapie, etc., elle se retrouve dans une situation, on a une expression à la peau, mais on dirait qu'on lui a injecté de l'acide hyaluronique. J'ai une autre image que j'aurais dû mettre plutôt que celle-là, mais vous retrouvez aussi le scléromyxodème. Dans le myxodème, c'est exactement ce qui se passe dans l'hypothyroïdie. Cette infiltration des tissus, ce sont des colloïdes qui se densifient et qui changent de structure. Et c'est pour ça qu'il est difficile, quand on veut faire maigrir un hypothyroïdien, où enfin on a réussi à équilibrer le traitement. Et rappelez-vous ce que j'avais dit il y a 2 ans. Souvent, on oublie de mesurer la T3 en fin de matinée. On dit qu'il n'y a pas d'hypothyroïdie, il y a une hypothyroïdie fruste, et il faut apporter du quinton. Et en fait, ce sont des gens où je fais apporter du quinton de façon massive et où je donne bien sûr du gugule, de l'extrait de gugule, qui est une résine de myrrhe, pour rétablir la fabrication de T3 et de T3 reverse qui est inactive. Donc, aujourd'hui, on est en train de tomber sur une efflorescence de pathologie qu'on ne connaissait pas à l'époque et qui est encore une tentative d'un organisme épuisé pour éliminer ce qu'il faut éliminer. Alors, entre l'eau de mer et les colloïdes, bien sûr, il y a une interrelation fondamentale. Ça fait plus de 20 ans que j'affirmais que l'eau de mer était une solution colloïdale. Ça m'a confronté, on m'a toujours dit que c'était une solution saline. Et en fait, l'eau de mer peut jamais être reconstituée. Vous prenez de la fleur de sel de Guérande, vous la mettez dans l'eau, vous n'avez jamais d'eau de mer parce qu'il vous manque les 300 mg de matière organique, qui est quelque chose qui disparaît à partir du moment où il y a un chauffage. Quinton disait 44 degrés, il y a des chimistes qui disent 40 degrés. En fait, on est sur cette zone, cette frontière limite de température, qui explique que le chauffage à 60 degrés pour terminer la stérilisation, la tyndalisation, qui se fait beaucoup plus longtemps de l'eau de mer avant de la mettre à disposition parce qu'elle n'est pas correctement stérilisée à froid, fait que c'est un produit dangereux. Cette partie organique est comparable aux acides humiques dont on a parlé tout à l'heure, qui permet l'existence de moments de cohérence. Alors j'ai utilisé le terme de moment de cohérence, peut-être tu vas me contredire, Marc, plutôt que domaine de cohérence, parce que je pense qu'il y a un vecteur d'énergie induite dans ces structures quand on se trouve dans certaines conditions, ce qui explique l'absorption. Donc, en fait, c'est pas le minéral ou l'élément trace qui est changé. Moi, j'ai travaillé dessus, c'est pas possible. On serait dans le domaine des transmutations et on aurait un changement de formule, on aurait un changement d'ion. En fait, c'est la qualité de l'eau qui est autour qui est déterminante pour que la biodisponibilité existe. Et c'est là qu'intervient le protocole avancé de René-Quinton, c'est-à-dire le lieu de prélèvement, la profondeur de prélèvement, parce que si c'est trop chaud en surface, ça n'a pas les propriétés. On est vraiment à 30 mètres de profondeur dans la couche profonde du phytoplancton. Et donc justement, cette digestion par le plancton explique qu'il y a un changement de structure de l'eau autour du minéral qui fait sa biodisponibilité. C'est pour ça que le transport se fait à 4 degrés, parce que sinon ça n'est plus bon.
et c'est pour ça que c'est conservé dans une chambre froide au maximum 3 semaines, parce que sinon on perd cette structure et on n'a plus les propriétés du Quinton. Et la dernière chose, c'est qu'on a rajouté au protocole, en dehors de la microfiltration à froid en milieu stérile de classe A, on a rajouté dans le laboratoire des tuyauteries en verre pour pas avoir d'interférence avec le matériau qui sert à véhiculer depuis la chambre froide jusqu'à l'endroit où c'est conditionné. Donc, la biodisponibilité, elle arrive. Et en fait, c'est l'analogie entre les liquides de la matrice extracellulaire et le Quinton qui permet l'incorporation aux mucines, puisque je vous ai dit que ceux qui étaient au contact de la cellule à la frontière, ça avait la même structure que ce qui était dedans. Donc, on se retrouve avec ce mucus qui retrouve une structure sol, même s'il était gel par les agressions. Et ça, c'est très important. Et en fait, vous avez une publication qui est de Shmuel Tuvia, Cell membrane fluctuations are regulated by medium macrovicosity. Donc en fait, c'est cette viscosité qui régule l'entrée vers la cellule. Alors, une fois cette incorporation des 78 éléments traces et minéraux à ce mucus, avec cette structure de domaine de cohérence, on se trouve dans une situation où aussi bien au pôle apical, c'est-à-dire ce qui est tourné vers l'intérieur du tube digestif, qui est à l'extérieur de nous, même si on l'a emprisonné, et ce qui est derrière, qui représente notre milieu interne vital, est absolument identique. On a des liquides analogues. Et c'est là qu'intervient, c'est ce qui explique la biodisponibilité. Un ion avec une structure aqueuse non cohérente est incapable de rentrer dans la cellule. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une chélation, il faut qu'on ait. C'est pour ça qu'on est en train de vendre des minéraux chélatés ascorbate de calcium, pidolinate de zinc, etc. Parce que c'est l'aminoacide qui va rentrer, c'est pas l'ion. Et c'est là où la cellule est obligée de fournir un travail en sécrétant des ligands adéquats pour aller chercher l'ion et le faire rentrer. Seulement ensuite, il faut aussi une transformation et le mode de passage au niveau de la structure basale, c'est une consommation d'ATP qui n'existe pas dans le cas d'un ion biodisponible qui peut passer entre les cellules par un phénomène d'osmose, mais qui provoque une ouverture sélective des canaux ioniques pour pouvoir pénétrer dans la cellule. Et on n'a pas ce travail de transformation dans cette cellule qui est nécessaire. Alors pour vous donner un exemple par rapport à la taille d'un ion sodium, 45 microns d'épaisseur à la cellule, si on rapporte ça à un homme d'1,70 m, c'est 146 km à pied à faire. Il peut s'en passer des choses quand on sait le peu de place qu'il y a dans la cellule et la pression qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec l'exemple du magnésium ou le magnésium marin. On a des expériences faites par les Allemands en 1952 que j'ai vérifiées personnellement avec mes patients. On se retrouve dans une situation où dans des hypomagnésémies importantes, on arrive à des corrections en 2 à 3 jours. Alors que quand on apporte du magnésium en solution, on est à 10% maximum d'absorption, 20% pardon, et que s'il est en cachet, il est à 2%. Et il est à 2%, pourquoi? Parce que regardez où s'absorbe le magnésium, il s'absorbe à la sortie de l'estomac, au niveau du pylore et des 2 premiers centimètres, en compétition avec le calcium. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant de gens stressés. On est en train de faire avaler aux 3/4 des femmes ménopausées du plâtre en pastille qui est en train de bloquer le magnésium, qui aujourd'hui est beaucoup plus nécessaire que le calcium, pour pouvoir affronter un environnement qui est agressif. C'est tout ce qu'on vend, ostéo machin, c'est que du plâtre. Alors heureusement que c'est mal absorbé, parce qu'en général, ça ne va pas où il faut, ça va dans les articulations et dans les artères. Donc, cette
absorption sélective en fonction du niveau du tube digestif, c'est comme les stations de métro. Vous en avez sur plusieurs étages et vous avez ça va là, ça va là. C'est exactement la même chose. Mais en plus, si c'est en poudre, le temps que ce soit hydraté dans une structure qui permette d'être, eh ben, elle n'est pas au niveau où la cellule sécrète le ligand qui va aller chercher spécifiquement ça. Ben non. Alors que l'eau de mer, si vous la prenez en dehors des repas, à distance des repas, déjà le travail de Barrère qui date de la fin du 19e siècle en faisait un traitement spécifique des dyspepsies, et je peux vous assurer que ça marche encore, mais par voie orale. Mais aujourd'hui, moi j'ai dans mon expérience en faisant des mesures de magnésium sérique, à 3 jours c'est corrigé. Ensuite, on a le fait de faire rentrer ce magnésium dans la cellule. On peut se retrouver avec certaines pathologies comme la cryptopyrrolurie que l'on mesure en recherchant la tache rose dans les urines, où on a une surconsommation de magnésium et un déficit de B6, donc les gens ne peuvent pas l'utiliser. Mais ça, c'est le niveau après. Au niveau sérique, vous êtes en 3 jours corrigé en prenant 4 ampoules d'hypertonique par jour. Donc ça permet de rattraper des situations de stress intense où les gens ne dorment pas, etc. Vous les remettez un petit peu sur les rails pour qu'ils puissent fonctionner. Et l'explication, elle est simple. L'organisme a 2 structures analogues de chaque côté de la cellule et va rentrer préférentiellement ce qui est en déficit dedans, sans qu'il y ait un coût énergétique. Donc c'est le phénomène capital à comprendre, mais cela ne se produit que dans des conditions physiologiques. Qu'en est-il dans des conditions autres? Et la suite, c'est pour demain. Merci Marco. J'imagine qu'il y a quelques questions quand même, je vois là-bas.